Euh, et Tout à donc, fait. je vais essayer de parcourir le thème que m'a confié le professeur Adoubi, c'est-à-dire euh, l'intelligence artificielle en cardiologie. Qu'est-ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle en cardiologie et qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne fera jamais. Alors, c'est en ces termes-là, il m'a demandé d'intervenir et je les ai renommés en apports et limites de l'intelligence artificielle en cardiologie. Alors, limite, je préfère être bien précis. Ce que je dis aujourd'hui n'est valable que pour aujourd'hui. C'est une technologie qui évolue tellement vite et je n'ai pas de doute que ce que je dis aujourd'hui ne sera plus d'actualité dans quelques semaines. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle d'intelligence artificielle en cardiologie? C'est une technologie qui a touché tous les secteurs de métier. Il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas touché la cardiologie. Cela vient du contexte qui est que vous avez sans doute remarqué une explosion du volume des données de biologie, d'imagerie, de génomique, les résultats des euh, produits des objets connectés, les antécédents familiaux, les données sociologiques, on voit même aux données géographiques, tout un ensemble de données que l'on arrive à combiner aujourd'hui, à modéliser et en sortir quelque chose. Et quelle est l'autre exigence, l'autre élément qui nous ramène à l'intelligence artificielle? C'est que vous et moi, professeur euh, Ngueta l'a dit tout à l'heure, moi je suis pharmacien, biologiste, vous et moi sommes astreints à une obligation de moyens. C'est-à-dire que vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de notre ordre professionnel, nous avons une obligation de moyens de mettre tout ce dont nous disposons au service du malade pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Nous n'avons pas d'obligation de résultats, quoique il y a quelques cas quand même où cela est attendu de nous. Mais la plupart du temps, c'est une obligation de moyens. Et si donc nous exerçons sans veiller à cela et que le patient se rend compte que nous n'avons pas mis tous les moyens à sa disposition, à son service, eh ben, nous tombons sous le coup de la loi, sous le coup d'actions disciplinaires. Donc ces deux exigences-là soulèvent le problème que l'intelligence artificielle est capable de résoudre, c'est-à-dire faire une intégration des données massives, hein, un traitement des données volumineuses dont nous disposons, qui sont autour de nous. Hein, et ces données volumineuses sont appelées les big data et la rapidité, hein, la présentation d'options multiples en temps réel aux patients. Donc, grâce à cette IA-là, ces deux problèmes-là peuvent être résolus. Voilà. Excusez-moi. Alors, pour savoir quels sont les bénéfices, les apports et les limites de l'intelligence artificielle, il faut savoir de quoi est-ce que l'on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Donc, l'on va tenter en, en une diapo ou deux diapos maximum de démystifier et de démythifier l'intelligence artificielle. Alors, par rapport à l'approche de l'informatique classique ou informatique que je vais appeler informatique traditionnelle, l'on dispose d'un programme qui est élaboré par un spécialiste du métier, un informaticien, qui va coder, développer un programme. Et à ce programme, l'on va apporter des données, des data, hein, en input, et on obtiendra des résultats en output. Ça, c'est l'informatique classique que vous et moi connaissons depuis un certain nombre d'années. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, la chose est quelque peu différente
il n'y a pas de programme élaboré au départ. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement sommaire. Par contre, l'on a des données en entrée et puis des données en sortie. C'est-à-dire que l'on a des données, une question et puis un résultat. L'ensemble vont constituer les données. Et on les met dans un programme sommaire. Ce programme va apprendre de ces données. Cet objet est une pomme, cet objet est jaune, cet objet est une banane, cet objet est une voiture, etc. Et au fur et à mesure que vous lui apportez des données, le programme va se construire tout seul, il va s'écrire tout seul. En fait, il va construire une équation, c'est ce que l'on appelle la modélisation, et finir à la fin par élaborer ce que l'on a l'habitude d'appeler un algorithme. Une fois que cet algorithme est créé, est riche de l'ensemble des données qu'on lui a apportées, c'est-à-dire votre expérience de cardiologue, ou alors des chansons, ou alors des données économiques, et que l'algorithme s'est construit sur la base de ces données-là, alors lorsque vous lui apporterez une donnée qui n'a pas de résultat, il pourra réduire un résultat en output. C'est là toute la différence avec l'informatique classique. Et cette approche-là est une approche de machine learning. Alors, une précision, c'est ce qui se passe au niveau de cet algorithme. Cet algorithme qui se construit tout seul finit par être tellement complexe, c'est une équation tellement complexe que personne ne la connaît. Et c'est toute la difficulté ou le problème qui se pose à nous quand je dis à nous, c'est-à-dire le secteur de la santé, le domaine de la santé, c'est cette boîte que l'on appelle la boîte noire, cet algorithme extrêmement complexe que l'on ne maîtrise pas entièrement. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors donc, vous comprenez que l'intelligence artificielle est une science des données. C'est à partir des données que l'on peut élaborer cet algorithme-là. Certains d'entre vous pourraient se demander, mais qu'est-ce que moi, en tant que cardiologue, je viens chercher dans cette science des données? Pourquoi ne pas confier la chose à des spécialistes? Le problème, c'est que cette science des données, elle est c'est la congruence de plusieurs sciences. Une science des mathématiques, une science de l'informatique et puis un domaine d'expertise donné. Ce domaine d'expertise, ça peut être vous, médecin, ou un biologiste, un pharmacien, un enseignant, un chercheur, un artiste, ce que vous voulez. Donc, c'est à la croisée de ces trois domaines que la science des données, qui est l'intelligence artificielle, va se trouver. Donc, cette intelligence artificielle ne peut se faire si vous n'êtes pas impliqué. Et c'est à ce titre-là que ce thème-là revient assez souvent dans des réunions scientifiques de cardiologie, de médecine, quelle que soit la spécialité. C'est notre domaine d'expertise. Alors, quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle en cardiologie? Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je crois savoir que certains confrères vont revenir là-dessus. Juste sur la consultation assistée par l'IA, cette possibilité de transcription ambiante en temps réel d'une consultation entre un patient, un médecin et son patient, ce type d'agent conversationnel qui va saisir ce qui se dit tout au long de la consultation et structurer le discours, relever, extraire les informations pertinentes et les intégrer dans le dossier du malade. Du coup, les 20 à 40% de temps que le praticien est censé passer pour remplir les dossiers, il n'a plus à le faire parce que quasiment à la fin de sa consultation,
il dispose du compte rendu avec toutes les informations pertinentes correctement classifiées. Autre exemple d'application de l'intelligence artificielle en cardiologie, excusez-moi si je rappelle des choses que vous connaissez déjà. Ce sont des auscultations assistées également aujourd'hui avec des stéthoscopes qui ne se contentent pas d'acquérir les données pour les mettre à disposition à vos oreilles pour que vous vous en fassiez l'interprétation. On dispose aujourd'hui de stéthoscopes qui non seulement vont acquérir les données, mais également vont les analyser et faire des propositions de diagnostic. La même chose pour des ECG, des dispositifs ECG qui sont capables de saisir les données, acquérir les données et puis analyser si, par exemple, la personne fait une fibrillation atriale, même subtile, même silencieuse. C'est une des performances de l'intelligence artificielle, c'est la capacité de détection des signaux faibles, c'est-à-dire des signaux que vous n'auriez jamais soupçonné, mais qui paraissent très clairs pour l'IA et qui peuvent vous permettre tout de suite de faire le diagnostic. La question se pose de savoir s'il s'agit là maintenant d'un diagnostic ou d'un pronostic, dans la mesure où vous ne voyez pas encore les signes cliniques apparaître, et pourtant l'IA vous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est sous-jacent ou qui est capable d'apparaître très prochainement. L'échographie échographie cardiaque intelligente, ce sont également des éléments disponibles actuellement. Je ne sais pas si vous les avez à disposition ici. Je pense que certains hôpitaux, certaines cliniques doivent l'avoir à disposition. On en sera informé tout à l'heure. Hein. Le coronoscanner, l'IRM, toutes ces technologies-là peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle, notamment pour également examiner, voir des remaniements tissulaires qui ne seraient pas apparus sur une IRM classique ou un scanner classique et pouvoir anticiper, pronostiquer tout de suite un changement majeur. Et l'association de tout ce qui est imagerie cardiaque, ou même pas cardiaque, hein, tout ce qui est imagerie, on y met l'échographie, l'IRM, le scanner, etc. L'association de tous ces éléments-là a fait naître un nouveau domaine que l'on appelle la radiomique et qui permet des prédictions très avancées au niveau médical. Alors, il ne faut pas oublier également la télésurveillance, tous les objets connectés ou les objets implantables, hein, les pacemakers, les défibrillateurs, qui peuvent non seulement acquérir les données, mais prédire, détecter des signaux faibles sur un changement dans le comportement d'un organe et avertir tout de suite celui qui fait le monitoring à distance. Et cela permet de distinguer tout de suite les vrais positifs des faux positifs pour donner des véritables alertes. À côté de cela, il y a également la formation et la veille scientifique. Euh, Vous voyez tous les jours qu'il y a des milliers de publications qui sortent, et malheureusement, ces publications ne sont pas toutes du même niveau. Certaines sont pertinentes, d'autres ne le sont pas. Certaines sont de bonne qualité, d'autres ne le sont pas. Et l'IA peut aider à faire le tri à l'intérieur de tout cela. Hein. On peut automatiser ce tri-là afin que vous puissiez recevoir des résumés dans une spécialité donnée, que vous puissiez recevoir les recommandations clés qui apparaissent, hein, et cela de manière très automatisée, sans que vous ayez à faire votre recherche manuelle qui va vous prendre des heures, ne serait-ce que pour lire les documents. Et bien sûr, les simulations avancées qui permettent aujourd'hui de pallier à certaines lacunes de manière très précise chez un sujet, chez une personne donnée qui a des lacunes dans un petit domaine
qui auraient été décelées dans une évaluation et des simulations vont permettre de rattraper ces lacunes-là, et cela grâce à l'IA. Alors, quelles sont les limites et les challenges de l'IA, ce que le professeur Adoubi a appelé ce que l'IA ne peut pas faire. Alors, je rappelle que ce que je dis aujourd'hui n'est valable que pour aujourd'hui. Alors, on va dire quelques semaines encore, mais les choses changent tellement vite que quand il me donnait le sujet, j'étais tenté de lui dire, à ce jour, il n'y a rien que l'IA ne puisse pas faire. Mais on va mettre un peu de mesure dans la chose et parler des challenges et des limites. La première chose, c'est la boîte noire dont je parlais. Cette boîte noire, cet algorithme extrêmement compliqué, hein, voyez cela comme des équations que vous avez dû résoudre quand vous étiez au lycée, mais ce sont des équations avec, là, vous avez des milliers d'inconnus, hein, des équations à un degré n, et l'IA les gère parfaitement, mais elles sont tellement complexes que nous ne les connaissons pas. Et cela pose le problème de la validation médicale de ce qui en sort, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une ère evidence-based. Tout ce qui est pratiqué doit être d'une évidence scientifique, démontrable, et ceci en fait la difficulté pour les sociétés savantes de s'approprier les résultats ou les capacités des IA pour les utiliser couramment. Mais certaines sociétés savantes ont commencé à se les approprier, et donc il faudrait que nous également nous y songions. Les problèmes d'hallucination, il arrive que les modèles qui sont élaborés fassent des hallucinations, c'est-à-dire qu'ils vont faire un raccourci entre des informations et créer des données qui n'existent pas encore, ou des logiques qui n'existent pas encore, mais qui ont du sens, qui ont du sens. Par exemple, une publication qui n'est pas encore sortie, il va créer la publication. Alors, il y en a de moins en moins. Tout dépendra des large language models que vous utilisez. Je veux parler de ChatGPT, de Claude, de Gemini, etc. Ce sont des LLM, des large language models. Tout dépend de la qualité de ceux que vous utilisez. Plus vous avez des large models, des LLM de qualité, moins vous aurez d'hallucinations. Le problème de la compassion, alors il se pose souvent en termes d'empathie. Certains disent, oui, l'IA n'aura jamais l'empathie d'un médecin, d'une personne physique. Ben, détrompez-vous, l'IA, dans des tests qui ont été faits, a présenté beaucoup plus d'empathie dans son discours, dans son approche, qu'une personne physique. C'est simple, une IA ne se fatigue pas, elle va répéter N fois ce qu'elle a à dire sous différentes formes pour se faire comprendre et utiliser le bon ton, parce qu'une IA n'a pas d'émotion, elle ne se fatigue pas. Par contre, on peut lui reprocher de ne pas avoir de compassion, c'est-à-dire le retour, l'action reverse de retour face à l'empathie. Oui, une IA n'a pas de compassion. La question se pose, est-il nécessaire d'avoir de la compassion pour prendre en charge un patient? Je mets cela sur la table, on pourra toujours en discuter. Les biais algorithmiques, l'IA se fait à la base à partir d'un algorithme, mais cet algorithme, il se construit sur des données, et les données sont spécifiques d'une population. Si donc vous utilisez une IA qui a été construite pour une population donnée, il y a de grandes chances que ce modèle algorithmique ne tienne pas compte de vos spécificités épidémiologiques, biologiques, génétiques, métaboliques, sociales. Et donc, il faut entraîner les modèles que l'on veut utiliser au quotidien avec nos propres données. Sinon, on prend le risque d'aboutir à des conclusions qui sont quelque peu fausses. S'il y a des biais en lien avec la race, évidemment, vous vous exposez
a des réponses qui sont fausses. Et je crois savoir que dans votre pratique quotidienne, vous avez noté des différences en certains points avec les populations caucasiennes, avec d'autres populations concernant certaines pathologies. Le problème de la gestion de la confidentialité, quand vous donnez, vous mettez des données, des informations dans un LLM, par exemple, ChatGPT ou Gemini, euh, sachez que cela ne reste pas dans votre ordinateur. Cela est déposé dans des serveurs qui sont très loin aux États-Unis. Et donc, vous n'êtes pas, vous posez le problème de la souveraineté des données et celui qui a vos données peut en faire ce qu'il veut. Il peut les vendre à qui il veut. Imaginez qu'il les vende à votre maison d'assurance qui, à partir de vos données, sait que vous allez développer sous peu une maladie extrêmement mortelle ou incurable. Et donc, n'accepte plus de vous assurer ou pour vous assurer augmente les primes que vous devez payer. Donc, ce type de questions se pose. Et bien sûr, il y a les aspects éthiques parce qu'une IA, euh, a priori aujourd'hui, n'a pas de considération éthique, sauf si on l'entraîne à cela. Mais il y a d'autres aspects comme la dilution des responsabilités lorsqu'il y a des problèmes avec une IA, qui est responsable? Le médecin qui a pris la décision à partir de la réponse de l'IA ou celui qui a conçu le modèle ou la société à qui appartient le modèle? Toutes ces questions-là restent posées et ça crée une certaine opacité sur les responsabilités. Alors voilà, j'en ai fini. Pour finir, ce que je voulais dire, c'est bien utiliser l'IA est un filet de sécurité cognitif. Elle ne remplacera pas les cardiologues qui en font bon usage, mais elle protégera le patient des biais humains, des émotions et de la fatigue de ceux qui ne l'utilisent pas. Voilà, j'espère avoir rassemblé. Je suis désolé, je vois que j'ai dépassé le temps. Je m'en excuse et j'espère avoir couvert ce que la société attendait de moi. Merci bien. Merci, professeur Ibo. Euh, je n'ai pas, malheureusement, avec mes problèmes de connexion, suivi toute ton intervention, mais je pense que tu as dû dire l'essentiel et tu as pu répondre à la question qui t'était posée. Nous allons maintenant demander euh, à professeur Ali Touré, s'il est là, de faire sa présentation. Je vous rappelle que le professeur Ali Touré est professeur titulaire de cardiologie, diplômé de médecine tropicale, doyen honoraire de la faculté des sciences de santé de Niamey au Niger. Il est chef du département de médecine et des spécialités médicales à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il m'a fait comprendre que il est possible qu'il ne soit pas là. Alors, professeur Ali Touré, êtes-vous là? Il m'a laissé quand même sa présentation. Dans le cas où le professeur Ali Touré n'est pas là, on va demander donc à, à Monsieur Assier de faire la présentation du professeur Ali Touré. Pour ça, j'essaie de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit. Bonjour, bonjour, chers collègues. Bonjour, On vous n'entend- entendez le son aussi? Non, pas bien.
été demandé de traiter comment l'IA peut m'aider dans la formation continue du cardiologue. Je ferai des exposés selon le plan suivant. Tout d'abord, pourquoi l'IA bouleverse la formation en cardiologie. Deuxièmement, les outils de l'IA, du diagnostic aux compagnons d'apprentissage. Troisièmement, cas d'usage concret en formation initiale et continue. Et enfin, les limites, l'éthique et le rôle du cardiologue demain en présence de l'IA. Pourquoi, tout d'abord, premièrement, pourquoi l'IA bouleverse la formation en cardiologie? Le constat est que la cardiologie actuellement est sous pression car il y a un déficit mondial de cardiologues. À peu près en Afrique, on note environ un cardiologue pour 40 000 habitants. Une surcharge d'informations cardiologiques, plus de 5 000 articles qui sortent par mois sur PubMed en cardiologie. Une formation continue faible. 50% des médecins ont moins de 10 heures par an faute de temps. Encore, ce qui veut dire qu'il faut former plus et plus vite et mieux, ce qui paraît quasi impossible sans l'IA. L'IA en formation médicale, l'IA, c'est un système qui stimule, c'est un ensemble de systèmes qui simulent l'intelligence humaine pour apprendre. En cardiologie, par exemple, les analyses d'ECG, des analyses d'imagerie, l'aide à la décision et le tuteur virtuel dans les cas de simulation. On note en fait deux types d'IA, l'IA générative qui crée des contenus et l'IA prédictive qui aide au diagnostic. L'IA révolutionne la cardiologie car elle permet la détection des maladies cardiaques. L'IA permet une analyse rapide et précise des données médicales pour détecter les maladies cardiaques à un stade précoce. Et l'IA permet la prédiction des risques cardiaques. Grâce à l'IA, il est possible d'anticiper les risques de crise cardiaque avec une grande précision, améliorant ainsi leur prévention. La personnalisation des traitements, l'IA adapte les soins à chaque patient selon son profil génétique et clinique, offrant des traitements personnalisés et efficaces. Les trois niveaux d'IA pour la formation en cardiologie sont au niveau 1, l'accès à l'information, l'accès et l'aide à l'information. Par exemple, on peut demander à l'IA de résumer l'essentiel des guidelines de l'ESC ou de l'ACC en 2 minutes, ce qu'il peut faire. Et deuxième niveau, les simulations, par exemple, dans les cas de simulation, l'IA peut proposer des patients virtuels avec voix, ECG et douleurs thoraciques. Et le niveau 3, c'est le coaching personnalisé, l'IA qui corrige les différentes interprétations de l'ECG que chacun d'entre nous, de l'écho, pardon, que chaque échographiste peut faire. Quels sont les outils de l'IA, du diagnostic aux compagnons d'apprentissage? Les différents outils que l'IA utilise sont multiples, mais tout d'abord, il faut savoir que l'IA peut être utilisée pour la lecture scientifique. Problème, 95% des cardiologues ne lisent pas les guidelines complètement. La solution, c'est que l'IA, grâce au notebook LM, au Scholar AI, résume, compare et questionne les différents guidelines. Exemple, on peut demander à l'IA, donne-moi les différences entre l'ESC 2024 versus la CC 2023 sur l'instance cardiaque à fraction d'éjection préservée en 5 points. L'IA peut le faire très rapidement. Et le résultat, c'est qu'il y a une veille scientifique qui passe de 5 heures par semaine à 30 minutes par semaine, ce qui est un très grand gain de temps. L'IA pour l'interprétation de l'ECG, les outils utilisés sont les algorithmes de type PM cardio, cardiologue ou les modèles LLM multimodaux, les large language models. L'impact sur la formation, l'interne scanne 1000 ECG annotés par semaine versus 50 avant. Et les résultats sont, pour atteindre une compétence ECG, passe de 3 ans à 6 mois. Attention, l'IA ne remplace pas le raisonnement physiopathologique. Bien sûr,
l'apprenant doit maîtriser. L'IA pour l'échographie, là aussi, les outils, c'est le Caption Health, Yes 2.ai Butterfly Network. La formation guide temps réel bouge la sonde de 2 cm vers la gauche. En continu, permet de faire l'audit automatique des acquisitions et de définir un score de qualité des images. L'impact, c'est que démocratise l'écho en périphérie et réduit la courbe d'apprentissage de 70%. On peut noter ici sur ces images des mesures automatiques des volumes et de la fraction d'éjection en imagerie DD, comme également les mesures automatiques des diamètres et des épaisseurs en imagerie DD. Et la mesure automatique des dimensions des anneaux et des structures valvulaires des cavités cardiaques en 4D. L'IA générative pour créer du contenu, pour les formateurs, génère des cas cliniques, des QCM, des images DAI, des vidéos. On peut lui demander rapidement, crée-moi 5 cas de stémie antérieure avec piège pour interne niveau 3, où on constate qu'on fait un gain. 2 heures de préparation de cours peuvent se faire très rapidement en 10 minutes avec le temps de relecture. Le risque, c'est qu'avec l'IA, il y a des hallucinations et le formateur doit rester garant de la qualité scientifique de ce que l'IA lui propose. Les patients virtuels maintenant, et la simulation, les outils, c'est le chat GPT, le Plugging Oxford Medical Simulation et le Body Interact. Scénario, patient, par exemple, patient de 58 ans, douleur thoracique depuis 2 heures, tu fais quoi? Avantage, il y a 0 risque, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et les erreurs pédagogiques sont sans conséquence. Les data, 1 heure de simulation IA égale 5 heures de stage en termes de décision prise. D'où l'intérêt de ces patients virtuels et de la simulation. Les tuteurs IA personnalisés, les outils sont variés là aussi, les Osmosis AI, Ambrose, CortexMed, les principes de l'IA analyse tes erreurs et crée un plan de formation. Exemple, tu rates souvent les VAV du 2e degré. L'IA génère 20 ECG ciblés et grâce à ces outils, ça va détecter, analyse les erreurs et donne un plan de formation. Et ce plan de formation continue et adapté à tes lacunes, pas au programme général. D'où l'intérêt vraiment de ces tuteurs IA personnalisés. Cas d'usage concret en formation initiale et continue. Tout d'abord, la formation continue accréditée par l'IA. Nouveau en 2020-2026, la formation, formation médicale continue donne des points validés par interaction avec l'IA. Les modèles, tu débats 15 minutes avec une IA, avec un cas d'incidence cardiaque, par exemple. Validation, l'IA certifie que tu as maîtrisé 3 concepts clés de l'ESC. Et avantage, tu finis les QCM à cocher, car il s'agit d'une formation active et traçable. En deuxième position, les cas d'usage en Afrique, la formation à grande échelle. Par exemple, on sait qu'il y a eu le projet EcoCar IA au Sénégal, 200 sages-femmes formées à l'écho cardiaque focalisé en 3 mois via IA. Le projet chatbot WhatsApp HTA pour médecins généralistes, 5000 utilisateurs au Kenya. Et la clé, il y a plus de smartphones qui contournent le manque de formateurs et qui permet aux gens de se former en petits groupes ou de s'auto-former. IA et compétences non techniques, par exemple les soft skills, c'est l'IA simule l'annonce d'une mauvaise nouvelle d'un patient agressif, conflit d'équipe, ou exemple simule des cas cliniques. Madame D, par exemple, 65 ans, vous dites que son mari doit être coronarographié en urgence et elle refuse. L'IA peut vous donner le feedback, l'IA note le degré d'empathie du médecin, sa clarté et sa structuration au moment où il fait le message.
En quatrième position, nous allons voir l'éthique et le rôle du médecin et le rôle du cardiologue demain. Tout d'abord, les limites actuelles en formation. Les hallucinations, l'IA invente des études. 8% d'erreurs sur des questions complexes sont notées. Il y a également des biais entraînés sur des données occidentales, mauvaises sur la drépanocytose, cardiomyopathie primitive du postpartum et les pathologies tropicales, bien sûr, sur lesquelles l'IA n'est pas entraînée. Et les fractures numériques nécessitent une connexion avec des tablettes, une littérature numérique qui n'est pas toujours disponible en Afrique. Et enfin, la dépendance, c'est le risque de perte de raisonnement sans l'IA. L'éthique et les responsabilités. Qui est responsable si un étudiant apprend une erreur de l'IA? Bien sûr, c'est le formateur. Il faut les renseignements sur les dossiers. Par exemple, il ne faut jamais mettre de vrais dossiers patients dans le chat GPT public. La transparence, l'étudiant doit savoir quand il parle à une IA versus à un humain. Et le principe, l'IA augmente le maître, mais ne le remplace pas. Éthique et responsabilité toujours, le maître détenteur du savoir, mais après, il devient le curateur du savoir et le coach en même temps. Les tâches supprimées, c'est de corriger, par exemple, sans ECG, faire des rappels de cours, que tout ceci est simplifié par l'IA. Les tâches nouvelles, c'est de valider les prompts IA et créer des scénarios complexes et le mentorat humain. Statistiquement, 70% des profs de cardio utiliseront l'IA pour préparer des cours d'ici 2027. Comment intégrer l'IA demain dans son service? Eh bien, pendant les 3 premiers mois, il faut faire un test personnel et utiliser l'IA pour résumer un article par semaine. Puis les 3 mois suivants, c'est-à-dire du 4e au 6e mois, c'est sur l'équipe du service, un patient virtuel par semaine en staff. Et les 5-6 mois suivants, c'est-à-dire du 7e au 12e mois, intégrer l'intégration, mettre un module IA et ECG pour tous les internes. Et le budget, commencer avec des outils gratuits, par exemple ChatGPT, Perplexity, Notebook, LM. Quel est le futur de l'IA d'ici 2030? Probablement, l'IA sera le copilote du cardiologue dans la cardiologie. La vision, c'est que l'IA dans ta poche qui écoute la consultation, suggère le diagnostic, pré-remplit le compte rendu, te forme en temps réel. Exemple, chez un patient, il peut se suggérer en disant, docteur, ce souffle ressemble à une IAO de grade P6, P6. As-tu pensé à rechercher un marquant? Voici les 3 questions à poser, par exemple, au patient. Et ainsi, cette formation devient continue, intégrée et invisible. Et enfin, pour conclure, il faut quelques messages clés à retenir. Il faut retenir que l'IA ne remplace pas le cardiologue. Elle remplace le cardiologue qui n'utilise pas l'IA. Deuxièmement, la formation devient personnalisée, active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Troisièmement, le risque n'est pas l'IA, mais c'est de former quelqu'un en 2010 pour soigner quelqu'un en 2030. Et notre rôle en tant qu'enseignant de cardiologie, c'est de rester les garants de l'humain et du raisonnement clinique. Et il faut que l'apprenant sache qu'il parle d'IA et il doit donc ne pas perdre ses qualités humaines et le sens du raisonnement clinique, comme on dit l'ARC, l'apprentissage du raisonnement clinique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup au professeur Touré, qui s'est excusé malheureusement en raison d'une contrainte familiale, n'a pas pu être présent physiquement avec nous, mais il nous a délivré son message via cette vidéo. On le remercie. Donc, je prends la parole à la suite du professeur Adoubi, qui est le modérateur de ce soir, mais qui est en même temps le prochain intervenant. Vous savez que le professeur Adoubi est cardiologue, il est rythmologue, c'est le chef de service
de cardiologie du CHU de Boaké. Il est actuellement le président de la Société ivoirienne de cardiologie. Et c'est à lui, maintenant que revient la parole, pour nous entretenir sur un thème qui le passionne, hein. C'est bien sûr l'IA, mais c'est surtout comment comment dans sa pratique, l'IA a changé sa pratique de la consultation de cardiologie. C'est justement cette expérience qui va nous partager dans les 15 minutes. Donc, pour ça, Doubi, tu as la parole pour délivrer ton message. J'espère a pu régler son problème de connexion. Pour ça, Doubi, tu nous as entendu? Oui, vous m'entendez? On t'entend très bien. Tu peux y aller. D'accord, je vais reprendre alors. D'accord, vous voyez l'écran? Pas encore. Et maintenant, vous voyez l'écran? Toujours pas. Alors là, On va y arriver. Essaie encore. oh là là, c'est pas possible. Vous voyez l'écran? Toujours pas. Alors là, on te screen. Je vais partager l'écran. Oui, j'ai partagé, mais je sais pas, je n'arrive pas. Oh là là, c'est terrible aujourd'hui, hein. Vous voyez l'écran? Non? Non, toujours pas. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être un problème de débit, en fait. C'est peut-être ça le problème, en fait. Ah bon? Oui, parce que ça fait depuis, je n'arrive pas à connecter correctement. Je vais essayer une autre méthode. Fais appel à l'IA. Ah, Et là, vous voyez? toujours pas. Ben, donc, je ne sais pas Qu'est-ce comment qui je se vais faire. passe? Donc, C'est ce bizarre. que je Je sais pas. propose, donc, comme je n'arrive pas, je vais demander donc au professeur Ngueta de faire sa présentation. Et moi, je vais essayer après de vous connecter. Donc, le professeur Ngueta, vous le D'accord, je vais connaissez, il essayer de. va présenter. Il est cardiologue, il est cardiologue interventionnel, il est chef de service de, du service hémodynamique à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il est directeur de la recherche de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il est ancien président de la Société ivoirienne de cardiologie. Et puis, il est l'organisateur du JAPSI. Il a été primé l'année dernière. Donc, il a beaucoup de titres. Et là, il va nous parler d'intelligence artificielle, utilisation d'un chatbot pour le suivi de l'HTA, mythe ou réalité. Au Guita, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous voyez mon écran. J'ai un peu plus de chance que le Oui, Président. on voit ton écran. C'est pas comme pour moi. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais essayer de, de vous plonger en fait dans la réalité de cette IA-là dans notre pratique quotidienne.
La question, c'est de savoir est-ce que l'utilisation d'un chatbot pour le suivi de l'hypertension est aujourd'hui quelque chose de vraiment réel dans notre pratique? C'est ce qu'on va essayer de voir dans les minutes qui suivent. On a parlé d'hypertension dans l'IA. Pourquoi? Parce que l'hypertension, effectivement, c'est pour nous, cardiologues, vous le savez, hein, c'est un gros, gros problème de santé publique. Pas que parce que ça tue plus d'un milliard de personnes dans le monde. C'est une maladie qui progresse très vite en Afrique. Malheureusement, on paye un très, très, très gros, lourd tribut de cette pathologie parce qu'on a la prévalence la plus importante. Et on est face à un grand défi parce que on s'est donné, pour les années qui viennent, notamment les 3 à 4 années qui viennent jusqu'en 2030, d'essayer de contrôler, d'abord de diagnostiquer 80% de ces patients hypertendus, et puis d'essayer surtout de contrôler 80% de ces patients chez qui on va découvrir l'hypertension artérielle. On est loin, loin, loin actuellement, puisqu'on est autour, vous savez, de 7 à 10% hein, de contrôle de l'hypertension artérielle. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on se dit, voici un outil qui va peut-être nous aider, qui va peut-être essayer d'accélérer un peu le rythme dans la prise en charge de cette pathologie qui, malheureusement, tue beaucoup de gens en Afrique. Et est-ce qu'on va rester sur encore de la théorie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie des cardiologues, mais surtout changer la vie des patients dans la réalité? Ma réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que on le sait déjà, et les collègues précédents l'ont démontré, hein, l'intelligence artificielle aujourd'hui a de très très larges domaines d'application dans la médecine, depuis la prévention, le diagnostic, même jusqu'à la conduite même de certaines interventions. Donc, dans l'hypertension artérielle, nous, on s'est dit, quand je dis nous, c'est un peu un réseau auquel vous appartenez, beaucoup d'entre vous appartiennent, c'est l'African Conscious Network, pour notre Communicable Disease. On s'est dit que l'hypertension artérielle en Afrique peut aussi bénéficier de l'apport de l'intelligence artificielle. Et pour répondre à la fois scientifiquement et de façon pratique à cette question, on a monté une étude qui s'appelait, qu'on a dénommée AVIA, avec l'aide d'une start-up ivoirienne, qui nous a aidé à monter justement ces robots conversationnels, ces chatbots, qui sont en fait on va dire, de véritables cardiologues hein, auprès des patients, qui vont poser des questions aux patients, qui vont répondre aux questions des patients en fonction des réponses même qui vont être données. Donc, vraiment, conduire une consultation, conduire un suivi, comme si c'était un cardiologue qui était aux côtés du patient. Et ça, c'est avec vraiment les outils d'intelligence artificielle et ces ingénieurs que vous voyez là, qui appartiennent à une start-up, des ingénieurs ivoiriens et africains formés dans des universités ivoiriennes et européennes et américaines. Et vraiment, ça a été une fierté de travailler avec eux et de travailler aussi avec une belle équipe de cardiologues, avec Herman Yao, Inès Ambouran, Isabelle Kwame, avec qui on a monté vraiment ce projet en Côte d'Ivoire. Et puis, bien entendu, avec l'appui, on va dire, statistique et logistique de l'INSERM et du Centre de recherche de Paris cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, c'est une étude qui a eu l'approbation, on va dire, de notre comité d'éthique, hein, comité d'éthique national, et qui avait pour objectif vraiment d'évaluer l'efficacité et de la prise en charge, de l'utilisation de ces robots conversationnels-là dans la prise en charge des patients hypertendus dans notre pratique en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, effectivement, l'intelligence artificielle, via ce chatbot-là, peut être un outil efficace et fiable dans la prise en charge et le suivi de l'hypertension artérielle. Et puis, bien entendu, et c'est ce que les collègues aussi ont démontré, que ça peut être un soutien pertinent pour les professionnels de santé. Donc, partant de ces hypothèses de recherche, on s'est donné comme critère principal de jugement la baisse de la pression artérielle chez les patients chez qui il y aura donc ce suivi à la fois par le robot conversationnel associé au suivi standard, comparé justement aux patients chez qui le suivi va être classique sans robot conversationnel. Il y aura d'autres critères aussi de jugement, notamment la survenue d'hospitalisation en lien avec les complications de l'hypertension artérielle, l'adhérence au traitement, c'est que c'est un vrai challenge aussi dans le suivi, des éléments comme la perte du poids, la consommation du sel, l'exercice physique, et puis même la satisfaction des patients vis-à-vis de ce robot conversationnel. Donc, ces éléments-là ont été identifiés aussi comme critères pour juger de l'efficacité de l'étude. Donc, c'est un essai thérapeutique monocentrique
avec deux groupes parallèles, 120 patients dans chaque bras, et enfin 150 pardon, patients dans chaque bras. Et dans le groupe expérimental, il y aura, bien entendu, en plus du suivi standard, le robot qui va participer donc à la prise en charge de ces patients. Et ce groupe expérimental sera comparé à un groupe témoin où les patients seront suivis de manière classique, comme on le fait dans, dans, dans nos hôpitaux et cabinets. Donc, les patients inclus sont les patients qui sont hypertendus, diagnostiqués avec une hypertension clairement marquée, avec également, bien entendu, un consentement écrit. Et puis, les patients qui, malheureusement, ne vont pas être capables d'utiliser un téléphone ont été exclus de l'étude parce que ce chatbot il communique avec les patients via donc, un téléphone. Et puis, bien entendu, ceux aussi qui vont refuser de participer à l'étude. Donc, pour le design de l'étude, c'est assez simple. Donc, dans le bras, après l'inclusion, les patients vont être randomisés pour d'abord être soit suivis de façon standard, soit être suivis par le robot conversationnel. Pour ceux qui seront suivis par le robot conversationnel, ils auront un appel toutes les 3 semaines de ce robot, un suivi donc téléphonique où il y aura une conversation, une discussion avec le patient sur son adhérence au traitement, sur le respect on va dire, de cette éducation thérapeutique qui est conduite par le robot conversationnel. Donc, en plus, bien sûr, du traitement médical qui est prescrit. Donc, à 3 mois, les patients sont tous revus par les médecins. À 6 mois également, sont tous revus par les médecins. Et puis, donc, les critères de jugement seront évalués dans la vraie vie. Je vous fais partager un peu ce que ça donne. Le son? Vous n'entendez pas? Non, non. Vous entendez? Moi, j'entends pas. Je sais pas si les autres entendent. Non, Non, on n'entend pas. Aïe. Vous m'entendez? Toi, on t'entend, mais on n'entend pas le... La vidéo, vous n'entendez pas? Non, non. Bon, Gia n'est pas avec nous aujourd'hui. Vous n'entendez toujours pas? Peut-être qu'il faut augmenter le son, on n'entend pas. Vous n'entendez toujours pas? Non. non. Ah, c'est dommage. Oui, normalement, on ne devrait pas entendre, hein. C'est si la diffusion d'un film à travers ce type d'application, ça ne marche pas. On peut avoir les images, mais pas le son. Donc, peut-être que tu vas commenter. Bon, d'accord. Donc, je commence par notre passe. En fait, le patient, vous avez vu qu'il est en conversation avec le chatbot. Donc, enfin, il échange avec le robot sur sa santé, sur les chiffres tensionnels. Et là, en fait, il partage avec nous la, 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 la relation qu'il a eue avec le robot, donc son expérience enrichissante en termes de suivi de son traitement, en termes de conseils, d'éducation thérapeutique et d'incitation à l'adhérence du traitement. Et le fait que le robot l'appelle toutes les 3 semaines lui met quelque part aussi une pression pour suivre son traitement, mais aussi pour prendre conscience
il est accompagné par une équipe médicale. Voilà. Et puis, il rassure le public il a vraiment pas d'a priori avec cette intelligence artificielle. Voilà. Donc, malheureusement, bon, vous n'avez pas entendu, mais c'est vraiment, j'ai voulu vous faire participer, vous faire vivre, en fait, ce que les patients eux-mêmes racontent hein, de l'apport de l'intelligence artificielle dans leur vraie vie et puis comment, avec cet outil-là, aujourd'hui, ils adhèrent au traitement, ils ont la pression pour adhérer au traitement et ils ont des réponses aux questions qui leur sont posées et que cet outil-là, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, est un accompagnateur, on va dire, fiable et efficace pour leur prise en charge. Donc, c'est une étude vraiment qu'on a lancée et on a aujourd'hui vraiment l'appui un peu, on va dire, de certaines institutions parce que aujourd'hui, tout le monde a compris que l'intelligence artificielle peut être utile, peut être efficace dans la vraie vie des patients, au-delà euh, de ce qu'on aurait pu penser, au-delà des théories dans la vraie vie aujourd'hui. Il y a un impact qui est réel et l'étude AVIA que nous avons lancée a en fait pour ambition de démontrer scientifiquement, on avait donc une étude scientifique rigoureuse de démontrer scientifiquement, on n'a pas de doute que les résultats seront positifs, mais il faut le démontrer scientifiquement, que l'utilisation d'un robot conversationnel euh, en plus du suivi classique du patient, va permettre d'améliorer la prise en charge de ce patient hypertendu. Et donc, quelque part, après donc, les résultats de cette étude-là, essayer de voir comment modifier, on va dire, les recommandations de la prise en charge de l'hypertension artérielle dans notre pratique. Vraiment, pour terminer, ce sont ces messages clés-là que je voulais qu'on retienne ensemble. Premièrement, c'est que l'hypertension, bien entendu, c'est un gros challenge. L'intelligence artificielle aujourd'hui, sa place importante n'est plus à démontrer. Dans le contrôle de la tension artérielle, c'est une vraie réalité. On va le prouver scientifiquement à travers Avia, qui est une innovation majeure, qui apporte beaucoup d'espoir pour nous dans la pratique, dans notre pratique au quotidien. Et c'est vraiment avec ces outils-là qu'on pourra efficacement réduire la mortalité cardiovasculaire. Et je vous remercie. Merci, professeur Guida, pour cette brillante intervention sur l'utilisation d'un chatbot pour le suivi des patients hypertendus. Je vais encore tenter de faire ma présentation quand tu te seras connecté. Et puis, on va passer aux questions. Est-ce qu'on voit ma présentation? Toujours pas, malheureusement. Toujours pas. C'est-à-dire qu'il faut que je vois maintenant si slideshow, setup slideshow. On fait un acapella pour ça d'oublier. D'accord, je vais essayer de faire comme ça. Puis, je vais reprendre. Professeur Adoubi, est-ce que Oui, tu as déjà ouvert ta présentation? oui, oui, j'ai déjà ouvert. Voilà, si elle est ouverte, maintenant, va chercher partage d'écran et puis Oui, vous c'est ce que allez, j'ai fait. ça devrait apparaître. C'est ce que j'ai fait. Parce que si la présentation n'est pas ouverte Si, elle est d'avance, ouverte. voilà. Donc, vous partez faire partage d'écran, on devrait pouvoir la voir. Oui, mais c'est ce que je fais, hein. Je fais partage d'écran, je prends l'écran entier, comme je fais Oui, non, habituellement, quoi. maintenant, non, quand vous faites partage d'écran, vous partez chercher le document. Ça, Oui, mais vous avez l'habitude de faire ça. Voilà, une fois que vous faites partage d'écran, vous partez chercher maintenant le document. Il va s'ouvrir.
Puisque quand vous faites un partage d'écran, il vous demande, il vous ouvre votre fichier ou bien là où vous l'avez mis, et puis vous partez, comment on appelle ça là, cliquez là-dessus. Professeur Dubi, tu vois la présentation quand tu fais partage d'écran Oui, sur je ton vois la bureau? présentation. Oui, sur mon bureau. Et quand tu fais le partage, ça ne prend pas? Oui, ça ne prend pas. Ça ne le prend pas. Bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. La fenêtre des fichiers à partager, est-ce qu'elle s'ouvre? Oui, Et est-ce que Essaie de apparaît à partager autre l'intérieur? chose que ta présentation, voir. Essaie de partager un document quelconque, voir si le document s'ouvre. Je veux dire, euh, essaie de partager n'importe quel document pour voir déjà si ça apparaît à l'écran. Un document Word. Le problème, c'est qu'on ne sent même pas que tu veux partager quelque chose, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que je dis, essaie de partager Voilà, un autre document ou ta présentation. Essaie de partager n'importe quel document. Parce que peut-être que la fonction partage même n'est pas, activé. ne passe pas du tout chez toi, en fait. bon, mais bon, je pense que... Essaie d'ouvrir un autre document. Est-ce que tu as essayé d'ouvrir un autre document? Oui, j'ai Partager, essayé pardon, un autre d'ouvrir. document. J'ai ouvert d'autres documents, mais je Ça n'arrive passe pas à pas le l'ouvrir. partage. Ça passe pas non plus. Je vais essayer encore, partager l'écran, share, et puis j'ouvre un autre document. Est-ce que vous voyez ce document? Non, on ne Non. voit pas. Donc, en fait, c'est un problème avec le partage. J'ai un problème avec le partage. Est-ce que la fenêtre du partage s'ouvre? Oui, ça s'ouvre correctement. Parce que je te propose, Est-ce que je le te document propose, apparaît à connecte l'intérieur? au Sadoubi. Ce que je te propose, déconnecte-toi et puis reconnecte-toi en avant. J'ai déjà fait ça. Ah bon? Oui, Bon, d'accord, je sais pas. Bon, autre chose. Donc, dernière chose, envoie ta présentation à Jean-Louis, il va la diffuser. d'accord, ok. D'accord, je vais dire ce que j'ai fait. Envoie ta présentation à Jean-Louis par mail, Ok, ou bien tu m'envoies, enfin, tu envoies à quelqu'un d'autre. j'envoie à Jean-Louis. Bon, entre-temps, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les, pour les orateurs? Oui, docteur Traboulsi, Madame la Présidente.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, mon cher président. J'ai des questions à poser concernant ces présentations. Mais avant de poser mes questions, je voudrais d'abord te poser à toi une question. Est-ce que Oui, tu as sollicité l'IA pour résoudre la problématique du partage d'images de ta présentation? Et quelles je sont n'ai les pas. solutions que l'IA t'a proposées? Bon, ça C'est marche. vrai, c'est une bonne question. J'aurais pu le faire, mais disons que comme j'ai pas eu beaucoup de temps Tu m'as j'ai sollicité, pas. j'ai été son IA. J'ai proposé qu'on passe par ma solution. D'accord. Et Ok, ça a bien marché. D'accord, très bien. je vois la Bon, présentation maintenant. ok. On voit la présentation. Donc, je poserai mes questions plus tard. Alors, à ce moment-là, tu vas présenter D'accord, ton... Voilà. d'accord, merci. Bon, donc, je vous présente donc cette thématique, ce que l'IA peut réellement changer dans la consultation de cardiologie, mon expérience personnelle. En fait, je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle pouvait nous apporter quelque chose dans la consultation. Et depuis quelque temps, j'ai commencé à l'utiliser. Et je pense que, il faut que nous tous nous y mettions. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit les autres qui nous disent comment il faut le faire. Parce que l'IA est à notre portée, l'intelligence artificielle est à notre portée, et nous sommes dotés tous d'intelligence, comme tous les êtres humains. Et donc, il faut que, on ne rate pas ce rendez-vous-là aussi. Et j'ai voulu faire partager mon expérience à toute la communauté cardiologique. Et peut-être après, cette expérience-là va se développer. Parce que sachez que près de 30% des cardiologues français déjà commencent à utiliser l'IA dans leurs consultations quotidiennes. Et il ne faut pas que nous, on attende qu'on nous dise après, 30 ans après, que vous aurez dû commencer par ça et puis vous aurez vu tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, ma conférence va tourner autour de 6 points. Après l'introduction, on va voir comment on utilise actuellement l'IA dans l'anamnèse et l'examen clinique. Et puis dans les examens paracliniques comme l'électrocardiogramme, l'imagerie cardiaque, et puis dans la documentation et le suivi des patients. On va voir aussi un peu, à l'instar de nos autres collègues, les défis, les limites, les perspectives. Et puis moi, maintenant, je vais parler de mon expérience pratique. Alors, on va passer à la diapo suivante. Diapo suivante. Alors, le cardiologue d'aujourd'hui est submergé. Vous voyez, comme on a dit, la médecine est de plus en plus précise. Les guidelines sont de plus en plus fréquents. C'est tous les 3 mois que tu dois réviser tes guidelines. Donc, la médecine change à une très grande vitesse et il y a de plus en plus d'exigences administratives. On nous demande de plus en plus de rapports. Vous savez, vous voyez que les références, les contre-références sont de plus en plus nombreuses. Quand on vous envoie un patient, vous devez envoyer une contre-référence précise au malade. Et puis, comme je l'ai dit, hein, euh, la cardiologie est au carrefour des spécialités. Et quand vous traitez un malade, ce n'est pas vous seul qui traitez le malade. Et si vous voulez que votre malade soit bien traité, il faut que les autres médecins qui prennent en charge ce malade soient au courant de l'état précis de votre patient et de l'évolution. Et les patients sont de plus en plus exigeants. À la sortie de chaque consultation, ils exigent un rapport, ou bien quand ils doivent voyager, vous devez leur donner un rapport médical le plus tôt possible. Et puis, maintenant, on utilise maintenant les écrans, et vous voyez que c'est chronophage, parce que il faut faire entrer les données dans l'écran, à l'écran, et quelquefois, vous n'arrivez pas à faire entrer toutes les données. Et quand vous revoyez le malade 3 mois après, vous n'avez plus toutes les données, et donc, vous avez besoin donc de, de temps, vous avez besoin de temps pour prendre en charge correctement un malade. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Mais au fil du temps que je vieillis, je crois que ce n'est pas une maxime qui est juste.
Moi, je pense que le temps, c'est notre plus grande richesse. Là, le temps, c'est plus que de l'argent. Parce que le temps, quand tu l'as perdu, tu ne le retrouves plus. Et en France, déjà, 30% utilisent l'IA pour gagner du temps. Alors, diapo suivante. Alors, comment on utilise actuellement l'IA pour gagner du temps dans l'anamnèse et l'examen clinique? Diapo suivante. Alors, il y a des outils qui sont développés. Par exemple, le professeur Ngueta vient de parler du chatbot conversationnel qui prend en charge donc certaines pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. Il y a euh, le temps médical aussi, il y a l'élaboration de la stratégie thérapeutique qui peut euh, se faire aider par l'intelligence artificielle. Il y a les prises de décision aussi par rapport à certains cas cliniques aussi qui peuvent se faire aider par l'intelligence artificielle. Et la consultation maintenant, elle utilise des systèmes opérationnels qui, grâce à des questionnaires interactifs, grâce à des modèles d'intelligence artificielle, permettent d'améliorer la précision du diagnostic. Et ces systèmes-là sont déjà opérationnels dans certains pays. Il y a le système Diana qui, en 2019, déjà permettait de faire des diagnostics assez précis. Et 70 à 80% des diagnostics qui se font par l'anamnèse seulement. Et l'intelligence artificielle va améliorer la qualité et la structure de cette étape cruciale avant de passer à l'examen clinique. Diapo suivante. Voilà. Et donc, le médecin en consultation classique aussi, au cours de sa consultation, vous voyez que à la consultation, on passe beaucoup de temps à taper les claviers. Maintenant, c'est plus le papier, ce sont les claviers. Et ça nous prend énormément de temps. Et on est quelquefois gêné devant le malade parce que on est plus capté par le clavier que par ce qu'il dit. Et le malade le sent. Et quelquefois, le malade est gêné de nous dire tout parce qu'il sent qu'on est stressé, qu'on est pressé par ce temps passé devant le clavier et on transforme finalement une consultation en un fardeau administratif. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut s'en passer. Diapo suivante. Ou bien on peut améliorer cette situation-là. L'intelligence artificielle aussi est utilisée dans l'auscultation parce qu'il y a des outils d'intelligence qui permettent d'être plus précis dans le diagnostic des souffles. Et les Japonais, 73% des Japonais utilisent ce type de médecins japonais utilisent ce type donc d'intelligence artificielle là pour faire le diagnostic auscultatoire. Et puis, il y a la capture vidéo aussi qui permet d'apprécier la fragilité du malade. Et il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus précis dans cette évaluation de la fragilité du malade que les questionnaires juste en regardant la vidéo du patient. Diapo suivante. Dans l'imagerie cardiaque, diapo suivante, l'électrocardiogramme n'est plus seulement un tracé vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est devenu un génome électrique. Pourquoi? Parce qu'à travers l'électrocardiogramme, il y a des équipes qui ont montré qu'on pouvait faire le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, de la dysfonction ventriculaire gauche, de la sténose aortique et de la sévérité de cette sténose aortique. On pouvait déterminer l'âge biologique grâce à l'intelligence artificielle à travers donc l'électrocardiogramme. On pouvait apprécier le score de la cardiomyopathie hypertrophique grâce à l'intelligence artificielle. On pouvait faire la détection de la mylose cardiaque grâce à l'électrocardiogramme couplé à l'échocardiographie avec une précision de 70 à 80%, sans passer par l'IRM cardiaque ou la scintigraphie osseuse. Et grâce à la reconnaissance faciale, on pouvait faire le diagnostic de maladies coronariennes. Et ça,
sont des outils qui sont en train de se développer par rapport à l'électrocardiogramme euh, euh, dans, utilisé dans le cadre de l'intelligence artificielle. Diapo suivante. Concernant la fibrillation atriale, il y a des outils d'intelligence artificielle sur un ECG normal qui peuvent déterminer le risque pour un patient de faire une fibrillation atriale. Et non seulement ils peuvent déterminer le risque du patient de faire une fibrillation atriale, mais ils peuvent déterminer le délai dans lequel ce patient-là peut faire cette fibrillation atriale. Et donc, il y a une implication clinique majeure, c'est la prescription donc d'anticoagulants chez ces patients-là, qui sont à risque de développer donc la fibrillation atriale et de développer donc un accident vasculaire cérébral dans un bref délai. Diapo suivante. L'échocardiographie a bénéficié aussi énormément de l'intelligence artificielle parce que le temps d'analyse d'un échocardiographe en cours de réalisation est extrêmement réduit. Le temps de réalisation de la fraction d'éjection se fait en quelques secondes et les coupes sont analysées de façon optimale grâce à l'intelligence artificielle. Diapo suivante. Ensuite, diapo suivante. L'intelligence artificielle va nous permettre aussi grâce à des outils qui vont capter la conversation au cours de la consultation, à réaliser un dossier structuré avec des motifs, les antécédents, les médicaments, l'examen clinique. Si vous décrivez l'examen clinique pendant que vous le faites, et puis les médicaments que vous prescrivez, et par la suite, vous pouvez générer automatiquement des résumés dès la sortie du patient de la consultation. Ces outils-là existent déjà dans les pays développés, des outils comme Nabla, Praxis, Doctolib ou Abridge euh, permettent de faire ce genre de résumé automatique chez ces patients-là. Diapo suivante. Mais comme a dit le professeur Aibo et comme a dit aussi le professeur Ali Touré, il y a des biais, il y a des limites et il y a des problèmes d'éthique par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les biais sont les biais algorithmiques. Par exemple, il y a dans les algorithmes, dans les algorithmes qui sont développés, les sujets de race noire constituent une faible proportion des populations qui rentrent dans les algorithmes. Donc, finalement, ces algorithmes-là peuvent se tromper à cause de ce fait-là. Il y a l'hallucination des LLM, comme en a parlé le professeur Ibo. Il y a le problème de confidentialité des données. Donc, quand vous utilisez donc, les outils d'intelligence artificielle, il faut les utiliser en mode incognito pour ne pas que ces données-là soient récupérées par le constructeur et diffusées avec une perte de la confidentialité des données. Et puis, il y a la responsabilité médicale. Qui est responsable quand il y a une erreur? euh, il faut que, du point de vue légal, ces éléments-là soient bien précisés. Maintenant, il y a les populations vulnérables qui sont vraiment à la limite parce qu'ils sont très peu évalués et donc ils peuvent ne pas bénéficier aussi de l'intelligence artificielle quant à l'évaluation de leur diagnostic et de leur prise en charge. Diapo suivante. Ah, diapo suivante. Diapo suivante.
diapo d'avant. Donc, il faut dire que moi, j'ai eu la chance de côtoyer depuis plus d'un an les outils d'intelligence artificielle. Après la conférence du professeur Aïbo à Boaké. Et donc, j'ai essayé d'utiliser ça au cours de la consultation pour la prise des rendez-vous, pour des avis très spécialisés selon les recommandations, pour l'utilisation d'outils complexes d'évaluation comme l'analyse d'interaction médicamenteuse, les scores de risque, l'utilisation des calculateurs, pour le rapport médical et le rapport de consultation. Concernant la prise des rendez-vous, j'ai demandé à ma secrétaire de prendre des rendez-vous en fonction des plaintes de malades. Donc, la secrétaire que j'ai ici à Boaké interroge les patients et note les signes de ces patients-là dans un outil d'intelligence artificielle et elle pose la question, est-ce que ce patient nécessite une consultation urgente, une consultation à moyen terme ou une consultation à long terme? Et puis l'intelligence artificielle donne une réponse. Et en fonction donc de la réponse, elle programme le patient euh, au cours de mes consultations ici à Boaké, parce que je ne suis pas ici tous les jours. Diapo suivante. Concernant la vie spécialisée des recommandations, il y a la Société européenne de cardiologie qui a développé ce qu'on appelle l'ESC Chat, qui est un chatbot pour répondre justement, qui est entraîné spécialement sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc, je prends par exemple une question, insuffisance mitrale rhumatismale sévère et fibrillation atriale. Puis-je prescrire un AOD? Si oui, lequel et à quelle dose? Et donc, le chatbot répond selon les recommandations. Il me dit que ce patient-là, qui a tel poids, tel poids, tel poids, comment on appelle ça? Les anticoagulants par voie orale, malheureusement, la réponse est toujours en anglais parce que c'est l'anglais qui est la langue officielle de l'ESC. Et donc, la réponse va être en anglais. Et donc, il donne les arguments selon les recommandations que malgré le fait qu'il s'agit d'une insuffisance mitrale, mais qu'elle est rhumatismale, ce patient ne doit pas bénéficier d'anticoagulants oral direct. Il lui faut obligatoirement un AVK. Diapo suivante. Concernant l'analyse des ordonnances, quand je finis de faire une ordonnance, je scanne l'ordonnance et je demande à l'intelligence artificielle, analyse cette ordonnance que nous avons prescrite à un patient hypertendu diabétique de 70 ans en Côte d'Ivoire. Donne-nous premièrement le potentiel d'interaction, puis propose-nous une meilleure thérapeutique si nécessaire. Donc, je fais cette ordonnance où vous voyez que ce sont des médicaments qui sont qui sont vendus en Côte d'Ivoire. Donc, Nebilong, Abitel H, aspirine, cardio, atorphite, hyperion. Donc, il y a des médicaments qui viennent de l'Inde, il y a des médicaments qui viennent de la France, il y a des médicaments voilà, qui viennent d'un peu partout. Et l'intelligence artificielle arrive à reconnaître ces différents médicaments. Donc, il dit bloqueur du système rénine-angiotensin thermisatant, diurétique thiazidique, bêta-bloquant, antihypertenseur central. D'accord? Donc, il reconnaît, il recherche, diapo suivante, il va rechercher les interactions, il va me dire qu'il y a un risque d'hypotension orthostatique, d'insuffisance rénale, de chute, de bradycardie, et puis il me donne des recommandations pour ce qu'il faut faire chez ce patient-là. Par exemple, il faut contrôler son UNO, il faut prendre sa tension debout, et puis il faut éviter, si possible, l'association nébivolol hyperion chez le sujet âgé. Voilà. Donc, il me donne des conseils
et il me permet de réévaluer mon ordonnance en fonction des conseils qu'il me donne. Diapo suivante. Ensuite, j'ai par exemple cette dame qui vient me voir et qui me demande pour sa consultation un rapport médical. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise donc un outil d'intelligence artificielle qui va faire euh, le voice to text, c'est-à-dire qui va transcrire la voix sous forme de test. Mais ce sont des outils d'intelligence artificielle donc qui permettent premièrement de récupérer la voix, ensuite qui extrait et améliore l'audio pour une meilleure clarté vocale, qui analyse les modèles vocaux et les conversations en test, qui structure aussi la transcription en ponctuation et en fluidité appropriée, et qui finalise la transcription. Voilà. Et donc, une fois que la transcription est finalisée, diapo suivante, je demande soit à cet outil-là de me faire un résumé, soit j'envoie ce document-là sur un autre NLM comme ChatGPT, par exemple, et je demande à ChatGPT, fais-moi le rapport de la consultation. Et automatiquement, le ChatGPT me fait un rapport de consultation où il dit identité du patient, et en 5 minutes, ou même moins, j'ai le rapport complet de consultation. C'est vrai, il y a quelques erreurs que je demande à la secrétaire de corriger par la suite, mais globalement, c'est un rapport fiable à 80-90%. Diapo suivante. Il m'est même arrivé de, au lieu d'utiliser l'ordinateur pour faire entrer les données au cours des consultations, de faire une consultation complète sans l'ordinateur et d'enregistrer totalement la consultation. Et à la fin, je demande au... Fais-moi le rapport médical de mes consultations de ce jour. Et à la fin, fais un tableau récapitulatif où nous avons le patient, le diagnostic et le traitement. Et vous voyez que à la fin de la consultation, en 2 ou 3 minutes, j'ai non seulement le rapport de toutes mes consultations que je remets ensuite dans les données de consultation, mais j'ai aussi le diagnostic de toutes les consultations. Et après, je peux même réfléchir a posteriori pour dire, ah, pour ce malade-là, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu ne pas faire, que disent les recommandations par rapport à ce malade-là. Donc, vous voyez que en peu de temps, la consultation est devenue plus conviviale avec le patient. J'ai plus de contact avec les patients, je discute plus facilement avec eux et je passe moins de temps pour gérer les activités administratives et j'ai une rentabilité parce que a posteriori, je peux aussi réévaluer ma consultation. Diapo suivante. Donc voilà mon expérience. Mon expérience, c'est que le cardiologue augmente, mais n'est pas remplacé par l'intelligence artificielle. On a un gain réel de temps, on a moins de stress, on a une meilleure relation humaine avec les patients. Alors, la consultation de cardiologie de demain, ça sera des interviews IA avec analyse de la démarche. Ensuite, auscultation IA, ECG radio IA, écho assisté par l'IA et décision thérapeutique assistée par l'intelligence artificielle et pour avoir une médecine encore plus personnalisée. Diapo suivante. L'empathie est retrouvée, le véritable retour sur investissement de l'intelligence. L'intelligence artificielle ne fera pas disparaître les cardiologues, mais les cardiologues qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui s'y refusent. Elle nous rend notre cœur de métier, le patient. Un temps d'échange humain est restauré, une précision diagnostique est inédite, une sécurité médicale est renforcée par la garantie humaine. Je vous remercie. Merci, professeur Doubi. Merci, Président, pour cette conclusion. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le message est entendu et tu as partagé une expérience vraiment, vraiment pratique, pratique. Donc,
On va peut-être ouvrir avec ta permission une série de questions, hein. Je redonne le micro si tu Oui. veux bien. Non, non, vas-y. Bon, on va essayer de des questions. Là, on a, il est 19h24. C'était censé Oh là finir à là. 19h30. Ouais, ouais, On ouais, va, très on va pressé. prolonger 15 minutes quand même pour les questions. Donc, voilà, effectivement, s'il y a quelques questions, on va les prendre et puis essayer d'être efficace dans les réponses pour ne pas être trop long. Voilà, donc, s'il y a des questions, il y avait le docteur Ake qui avait déjà commencé à poser une question, peut-être qu'on va la reprendre et puis attendre que les autres aussi se manifestent. Docteur Ake, donc, tu as la parole. Merci beaucoup, cher professeur Guetta. Merci beaucoup aux orateurs. Le sujet est absolument fascinant et nous ouvre bien sûr des horizons nouveaux. Alors, la première question que j'avais posée, c'était la solution à la problématique de tout à l'heure. La deuxième question, je m'adresse à professeur Aïbo pour savoir quels sont les LLM, c'est ça, meilleurs qui nous recommandent dans la pratique quotidienne de l'interaction médecine et intelligence artificielle. La deuxième question, elle va s'adresser au professeur Adoubi concernant la pratique de la médecine au quotidien. L'utilisation de l'IA apparemment va s'imposer de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y a des schémas spécifiques d'outils applicables dans nos contextes à nous? Et quels vont être les rôles dans l'avenir du personnel habituel qui nous assiste, c'est-à-dire la secrétaire, c'est-à-dire l'assistant en salle d'écho? Quelles vont être les différentes dynamiques qui vont être mises en place avec l'utilisation quotidienne de l'IA dans la pratique médicale? Merci. S'il y a d'autres questions, on va peut-être les prendre avant de commencer à répondre. Il y a du temps. Il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. D'autres questions? Une fois. Une autre question? Deux fois. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, pour ça, depuis, pour ça, Ibo. Ah, il y a Docteur Loboué qui a levé la main. Docteur Loboué, donc pose ta question. Tu as le micro. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les communications. Je remercie les différents orateurs. Ma question s'adresse au professeur Adoubi. C'est vraiment intéressant d'utiliser l'IA. Est-ce qu'avec l'utilisation de l'IA, enfin, je pose la question, combien de patients en un temps de consultation, disons de 8 heures à midi, avec l'IA, combien de patients on peut recevoir? Est-ce qu'on va recevoir plus de patients qu'avant ou bien moins? C'est ma question. Est-ce que le nombre de patients va augmenter? D'accord. Merci. Merci, Merci. Docteur Loboué. Donc, je pense que c'était la seule question en plus. Ah, je vois HY, c'est Eman? Oui, c'est moi. Ah, Eman. Allez, vas-y, Eman. Ouais. Oui. Bonsoir, cher maître, bonsoir à tous. En tout cas, merci pour ces belles présentations, en tout cas sur l'intelligence artificielle. Ma question, c'était pour le professeur Adoubi. En fait, il avait parlé des consultations, des rendez-vous en fait qu'il prenait selon les symptômes des patients avec sa secrétaire. Je veux savoir, est-ce qu'avec le recul, est-ce que ça s'avérait juste? C'est-à-dire, est-ce que si je peux m'exprimer ici, les niveaux d'urgence en matière de consultation ont été vérifiés avec cette approche-là, par rapport à ce qu'il a pu voir ben, par rapport à ce qu'il a pu retrouver au cours des consultations avec ses patients. Merci. Merci, Eman. Donc, s'il n'y a pas d'autres mains levées, on va passer la parole donc, au professeur Ibo et au professeur Adoubi pour répondre aux questions. Professeur Ibo, d'abord. Oui, merci beaucoup. Alors,
les meilleurs LLM. Je pense que c'est quelque chose que la réponse viendra de vous. Elle viendra de vous parce que chaque semaine, oui, pratiquement chaque semaine, bon, alors on va dire 2 semaines, il y a une compétition, une émulation entre les différentes LLM, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude. Et voilà, c'est une course où chacun prend la tête toutes les 2 semaines. Il y a des sorties chaque 2 semaines de nouvelles versions de ces LLM-là qui vont performer dans un domaine, parfois c'est un tout petit domaine, hein. Et donc, ça ne ramène pas les anciens, enfin les LLM qui viennent d'être dépassés, ça ne les ramène pas à une ère ancienne. Mais les différences tiennent à vraiment très peu de choses. Parfois, c'est la rapidité, parfois, c'est la qualité des images quand il s'agit de LLM multimodaux. Donc, là, ça va être votre retour d'utilisation qui permettra de savoir ce qui vous satisfait. Ce que je voulais dire, c'est que au-delà de la rapidité des réponses, au-delà de la formulation des réponses, ce qu'il faut voir, c'est s'assurer de la confidentialité. Lorsque vous envoyez des informations, ils arrivent sur des serveurs qui sont aux États-Unis. Et puis, bon, le propriétaire de la société peut décider que, bon, lui, il vend les informations. De toute façon, lorsque vous utilisez des LLM gratuits, c'est ce qui se passe. Ils vendent les informations. C'est grâce à cela qu'ils font de l'argent et que le LLM peut être gratuit. Lorsque vous prenez un abonnement, dans le contrat que vous signez ou que vous cochez quand vous prenez l'abonnement, ils vous donnent l'assurance que leurs modèles ne seront pas entraînés sur vos données. C'est déjà ça. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Au moins, ils ont contractualisé avec vous et ça vous donne une certaine assurance sur voilà, la confidentialité des données. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, quand il s'agit d'analyse de vos résultats. J'ai énormément apprécié la pratique de professeur Adoubi. Ça me permettra, c'est vrai que la question ne m'était pas adressée, mais de répondre à qu'est-ce qui fait du temps, parce que ça revenait un peu à ça, qu'est-ce qui fait du temps gagné? Le temps qu'il gagne, bon, il en fait ce qu'il veut. Il peut consulter beaucoup plus de patients. Mais une chose à faire, c'est de faire l'analyse des résultats qu'il a. Il arrive à archiver, à avoir des données sur ses patients, il a des rapports qui sont là. Il peut faire une analyse pour voir si, bon, il a de meilleurs résultats. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une prise en charge spécifique à notre population. Si tout le monde s'adonne à cela, au bout d'un certain temps, on a des données propres à notre population par rapport à la prise en charge de telle pathologie, de telle pathologie. Donc, ce temps qu'il gagne, il peut l'utiliser à cela. Il peut l'utiliser pour prendre d'autres patients, mais il peut l'utiliser à cela. Ce que l'on ne faisait pas avant du tout. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la première intervention. Docteur, oui. Mm. Oui, Oui, merci. je pense que vous avez bien répondu à ma question. Ce que je comprends également, c'est qu'il n'y a pas de protection à 100% des différentes données qui sont mises à disposition, en fait. Ça n'existe pas, la protection à 100%. Nulle part dans Ouais. la vie. Ouais. Ok, merci beaucoup pour ça, Ibo. En fait, pour ça, Euh, je prends le oui, micro pour oui, répondre au docteur oui, Lebouy. vas-y. Je pense que dans sa question, c'était pas elle n'est pas forcément sûre que tu vas gagner du temps, en fait, si j'ai bien compris. Oui, bon, mais voilà, ce que je voulais dire par rapport à d'abord la question du docteur Akitra Boussi, il faut savoir qu'il y a des LLM qui sont en train de se spécialiser. Comme je vous ai dit, en France, il y a par exemple Doctolib qui développe un LLM spécialement pour ce type d'activité-là. C'est-à-dire, vous venez en consultation, on enregistre la consultation. Bien sûr, il faut demander, faut informer le patient que la conversation est enregistrée. Et puis, à la fin, vous lui donnez donc le rapport à la fin de la consultation. Donc, déjà,
il y a des LLM, donc il y a des outils qui sont en train de se développer spécifiquement pour ce type d'activité. Je pense que, il y aura aussi des outils qui vont se développer spécifiquement pour l'électrocardiogramme, où on aura un scanner qui va regarder l'électrocardiogramme, qui va dire, bon, monsieur, vous risquez de faire de la fibrillation dans 3 mois ou bien dans 6 mois, donc on va vous mettre sous anticoagulant. Je pense que il y a des outils qui vont se... Mais déjà, les outils généraux comme ChatGPT, Perplexity, ou Claude ou bien Gemini euh, permettent de faire 80 à 90%. On a une satisfaction en termes de résultats à 80-90%. Ce que moi j'utilise, donc, j'utilise un outil pour enregistrer la voix, pour un outil intelligent pour traduire la voix en texte, en script, et puis ensuite, j'utilise donc ces outils-là pour... Mais il y aura des outils qui sont intégrés, qui le font. Je crois qu'en France, on le fait déjà. Voilà. Maintenant, est-ce que ça me fait gagner du temps? Ça me fait gagner du temps, oui. Ça me fait gagner aussi en stress. Je suis moins stressé pour faire entrer les données patients. Et puis, ça donne plus de satisfaction au patient parce que le patient sent que son médecin est présent. Il ne sent plus le médecin qui est toujours en train de regarder l'écran, bien qu'il est en train d'écrire tout le temps, mais son médecin est présent et vraiment son médecin le suit avec attention. Et c'est tout ce que nos patients demandent. Ils demandent qu'on les écoute. Et donc, je pense que ça, déjà, c'est un gain énorme. Voilà. Si vous D'accord, permettez, merci. je voulais rajouter une chose, si vous permettez, à ce que le professeur Adoubi a dit. Euh, il pratique une meilleure médecine et une médecine avec des traces, ce qui est C'est ça. notre problème. Et s'il laisse des traces, voilà, on peut travailler là-dessus. Donc, il ne faut pas toujours voir effectivement le nombre. Bon, le nombre est important, mais c'est une meilleure médecine. Merci beaucoup, docteur Lobo. Je pense qu'André que voulait réagir. S'il n'y a pas d'autres. Eman, ta main, en fait, il faut baisser la main. Je vois toujours ta main levée. Je Oui, pense que. si. Non, c'est Je peux? Herman. Oui, tu peux, ouais, vas-y. D'accord. Alors, vraiment, merci. Effectivement, on peut gagner du temps avec, je suis d'accord. Pour commencer, ou mieux pour être pratique, si je fais un abonnement, je sais que les LLM gratuits ne sont pas protégés, mais quand même, ceux qui sont en abonnement sont Moi, quand même je protégés. le vois. Pardon? Vous m'entendez? On t'entend bien, oui. Oui. Si je choisis, par exemple, ChatGPT en abonnement, est-ce qu'avec Oui. ChatGPT en abonnement, je peux pouvoir conduire une consultation? Ou bien il me faut Non, les ça ne va autres, pas suffire. Il te faut voilà. un outil pour Quels sont enregistrer les aussi. différents outils qu'il faut? Mhm. Oui. Mais Vous pouvez nous citer les outils? donc, ça, je pense que c'est les éléments. Ça, c'est pas compliqué. Il y a Transcriptor, il y a aussi il y a un autre outil, c'est-à-dire des outils qui enregistrent la voix et qui les traduisent en texte. Mhm. Voilà. D'accord. D'accord. Il y Oui. a Posa Ibo qui veut réagir en plus, je pense. Donc, Posa Ibo. Oui, au début, effectivement, il fallait des applications dédiées. Mais aujourd'hui, avec n'importe quel euh, Même enregistreur, ChatGPT peut faire ça aussi, mais vous bon. enregistrez avec votre téléphone, il va transcrire. Si vous avez un Samsung, un Android ou un iPhone, il va enregistrer, il va transcrire et puis vous balancez le fichier sur, alors je ne devrais pas le dire, hein, mais vous le balancez sur un LLM et il va vous sortir un rapport, enfin, il vous sort ce que vous voulez. Donc, à la limite, vous n'avez même pas besoin d'outils dédiés, quoi. La question Mhm. concernant les données, si vous avez nommé le patient, si vous, à partir de l'âge, de sa fonction, on peut déduire facilement. Donc, c'est quelles précautions vous prenez
pour préserver l'anonymat du patient. C'est ça, tout à fait, oui. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Autre question? Autre réaction? Bon, je pense que Une pas de... proposition? Oui, Non, je me demandais s'il ne serait pas peut-être intéressant un jour d'organiser un atelier de consultation, enfin de prise en charge du circuit patient via l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est concevable? Oui, c'est concevable. c'est concevable. En fait, il faut comprendre, je pense, c'est à une émission pour ça, pour ça, Ibo. Dans, dans nos consultations, dans nos hôpitaux, dans nos cabinets, il y a d'abord même la base, hein, c'est-à-dire le système d'information hospitalier. Parce qu'il y a tout un système qui doit permettre déjà aux médecins d'identifier clairement le patient, de tracer, comme pour ça, Ivo disait, tout ce qui est fait dans nos structures, et puis de pouvoir avoir les informations les plus fiables, les plus justes possibles. Moi, je pense que cette étape-là, déjà, dans beaucoup de nos hôpitaux, on ne l'a pas encore. Et ça, c'est une des étapes, à mon avis, qu'il faut rapidement franchir. La deuxième étape, c'est comme j'ai perçu un peu les préoccupations du docteur Lobé, pour ce docteur Vaquet et tout ça, c'est de pouvoir justement permettre aux médecins, aux cardiologues, de pouvoir maîtriser ces outils-là. Et quand je dis maîtriser, c'est vraiment faire en sorte que leur utilisation soit optimale, mais ne soit pas un frein à leur pratique au quotidien. Donc, il y a cette crainte-là au début de tout démarrage d'une nouvelle utilisation, d'une nouvelle pratique. Mais, et ça répond un peu à la préoccupation de Dr. Aki sur l'atelier, c'est vraiment de faire en sorte que les praticiens soient, on va dire, familiers à ces outils-là pour être efficaces. Nous, dans notre pratique, il y a une étape qu'on n'a pas étudiée, qu'on n'a jamais franchie, hein, et qui avait déjà été franchie en Europe depuis de nombreuses années. C'est par exemple des comptes rendus vocalement, discuter, faire des comptes rendus par des rapports de consultation. C'est des habitudes qu'on n'avait pas. Les Occidentaux, enfin dans beaucoup de pays occidentaux, ils avaient ces habitudes-là, et aujourd'hui, les outils de l'IA ont permis d'accélérer, on va dire, d'optimiser, pardon, l'utilisation de ces outils. Donc nous, on a commencé à utiliser déjà ces outils-là. Et puis ensuite, familiariser les outils, nous familiariser les outils d'intelligence artificielle, ça va peut-être prendre du temps, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, et il faut surtout engager nos structures. Ce n'est pas forcément individuellement, mais il faut engager les structures hospitalières, nos cabinets, vraiment engager nos structures pour que cela puisse être, à mon avis, hein, pour que cela puisse être optimal. Mais on ne pourra pas se dérober. Donc, le tout, c'est de commencer et c'est de poser les bases pour que cela se fasse de façon vraiment optimale, parce que pour moi, c'est l'optimisation de ces outils-là qui va être la clé du succès de l'IA dans notre pratique. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci pour ça, Ibo. Il a levé la main, c'est ça ou bien? Pour ça, Ibo? Oui, 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 c'est ça. Je voulais rajouter que je suis avec, comme toi, avec une équipe d'informaticiens. On a conçu un logiciel justement pour un agent conversationnel pour saisir les consultations et faire en sorte qu'à l'issue de la consultation, il puisse y avoir des traces, qu'on puisse rédiger avoir un rapport de la consultation et qui vient compléter le dossier du malade et tout ça. Une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est faire les essais avec des praticiens qui acceptent, voilà, que on puisse enregistrer, écouter leur consultation. Je comprends, certains ont le sentiment que, voilà, c'est un œil qui vient au-dessus de leur épaule, qui vient traquer ce qu'ils font, critiquer ce qu'ils font, et donc ne veulent pas se prêter à l'exercice, alors que c'est indispensable pour qu'on puisse avancer. Je répète que si on ne veut pas prendre le risque de se tromper, on a besoin de le faire, d'entraîner nos modèles avec
nos, nos, nos applications, nos données. Et tant qu'on utilise les données d'ailleurs, toutes les spécificités locales passent à côté. On a un accent particulier, on a des expressions particulières, on a un vocabulaire qui est particulier. Et donc, faire ces rapports avec des applications d'ailleurs, ça pose quelques problèmes. Parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps à corriger après que de le rédiger manuellement. Donc, on a besoin de faire ce type d'exercice. Je saisis l'occasion, si certains d'entre vous souhaiteraient se prêter à cet exercice pour qu'on puisse entraîner notre application que l'on a développée. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci pour ce. Et bon, je pense que c'est exactement ça. Et c'est ce que nous, hein, justement, avec l'équipe qui a conduit le chatbot là, dans l'hypertension, ce qu'on a fait, parce que c'est des questions, les questions que nous-mêmes on pose. C'est une voix qui essaie d'être proche des voix que les patients entendent, des questions que les médecins posent habituellement. Ce ne sont pas des questions voilà, qui viennent d'ailleurs, en fonction des réponses aussi qu'on a habituellement de nos patients. Donc, c'est vraiment d'appliquer, comme tu as dit, ces outils-là à nos réalités pour que cela rentre dans nos habitudes beaucoup plus facilement. À la fois nous médecins, mais aussi, enfin nous praticiens, mais aussi pour nos patients. Voilà, professeur Doubi, Monsieur le Président, je te laisse le micro. Tu nous as donné 15 minutes supplémentaires en raison du retard. Il est 19h45, donc je te laisse le micro pour conclure. Professeur Doubi? Bien, je voulais remercier chacun des participants, notamment le professeur Ali Touré qui, malgré son absence, a produit une présentation. Le professeur Ngueta, le professeur Aïbo pour ses brillantes présentations. Et la leçon que l'on tire tous, c'est que il faut se jeter à l'eau. Comme on le dit, il faut plus attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire, il faut se mettre à l'intelligence artificielle pour, euh, pour ne pas être surpris demain euh, par, par l'évolution technologique, par le retard que l'on va prendre éventuellement et par le changement de certains paradigmes. Je remercie tous les participants et je, je retiens aussi la proposition du docteur Aketra Boursi. On verra dans quelle mesure on pourra organiser ce type d'atelier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Donc,